Vous voulez du roman, dit un jour M. Guizot. Que ne vous adressez-vous à l'histoire? Le grand écrivain avait raison. Le roman historique est maintenant démodé. On se lasse de voir défigurer les personnages célèbres, et l'on partage la vie de Boileau. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Y a-t-il en effet des inventions plus saisissantes que la réalité? Un romancier, si ingénieux qu'il soit, trouvera-t-il des combinaisons plus variées et des scènes plus émouvantes que les drames de l'histoire? L'esprit le plus fécond imaginerait-il, par exemple, des types aussi curieux que ceux des femmes de la cour de Louis XIV et de Louis XV? Sans doute leur histoire est connue. Je n'ai pas la prétention de commencer la biographie de la reine Marie-Thérèse, de madame de Montespan, de la mère du régent, de la duchesse de Bourgogne, de la duchesse de Berry, des sœurs de Nesle, de madame Pompadour, de madame du Barry, de Marie Lexasca, de Marie-Antoinette, de madame Élisabeth, de la princesse de Lamballe. Mais je voudrais, sans décrire l'ensemble de leur carrière, tenter de tracer l'esquisse des héroïnes qui peuvent être appelées les femmes de Versailles. Pour ce travail de reconstruction, ce ne sont pas les matériaux qui manquent, ils sont plutôt trop abondants. Ce ne sont pas seulement les anciens mémoires, ceux de Dangeau, de Saint-Simon, de la princesse Palatine, de madame de Caylus, pour le règne de Louis XIV, du duc de Luynes, de Maurepas de Villars, du marquis d'Argenson, du président Hainaut, de l'avocat Barbier, de l'avocat Maret, de Duclos, de madame de Hossé, pour le règne de Louis XV, du baron de Besenval, de madame Campan, de Weber, du comte de Ségur, de la baronne d'Oberkirch, pour le règne de Louis XVI, qui nous serviront de guide. La cour de Louis XIV. Ce sont encore les histoires de Voltaire, de Henri Martin, de Michelet, de M. Jobès, les patientes investigations de la science moderne, les travaux de Sainte-Beuve, des Noailles, des Lavallée, des Valquener, des Feuilles de Conche, des Leroy, des Soulier, des Rousset, des Pierre Clément, des Darnay, des Goncourt, des Lescure, de la comtesse d'Armaillé, de messieurs Boutaric, Honoré Bonhomme, Campardon, de Barthélemy et de tant d'autres historiens et critiques distingués. Assurément, il y a nombre de personnes qui connaissent à fond l'inventaire de tous ces trésors. À de tels érudits, je n'ai la pensée de rien apprendre. Et je ne suis, je le sais, que l'obscur disciple de tels maîtres. Mais peut-être les gens du monde ne me blâmeront-ils pas d'avoir étudié pour eux tant d'ouvrages. Peut-être des jeunes filles qui ont achevé leurs études classiques me seront-elles gré de résumer à leur intention des lectures qu'elles ne feraient pas. Mon but serait de vulgariser l'histoire en respectant scrupuleusement la vérité, même lorsque je ne la dirai pas tout entière, de repeupler les salles désertes, de résumer brièvement les leçons de morale, de psychologie, de religion, qui sortent du plus grandiose des palais. Puissent les femmes de Versailles être pour moi autant d'Ariane dans ce merveilleux labyrinthe. Ce qui facilite la résurrection des femmes de la cour de Louis XIV et de Louis XV, c'est la conservation du palais où se passa leur existence. Une ville a rarement présenté un spectacle aussi frappant que celui qu'offrait Versailles en 1871, pendant la lutte de l'armée contre la Commune. Entre le grand siècle de notre époque, entre la majesté de l'ancienne France et le déchirement de la France nouvelle, entre les horreurs lugubres dont Paris était le théâtre et les radieux souvenirs de la ville du roi Soleil, le contraste était aussi douloureux que saisissant. Ces avenues où l'on se montrait le chef du gouvernement et le glorieux vaincu de Reichshoffen, cette place d'armes encombrée de canons, ces drapeaux rouges, tristes trophées de la guerre civile, qui étaient portés à l'Assemblée à la fois comme un signe de deuil et de victoire, ce magnifique palais, tout semblait sortir une voix suppliante qui adjurait nos soldats de sauver un si bel héritage de splendeurs historiques et de grandeur nationale, tout cela remplissait l'âme d'une émotion profonde. À l'heure d'angoisse, où l'on se demandait avec une inquiétude, hélas, trop justifiée, ce qu'allaient devenir les otages, où l'on savait que Paris était la proie des flammes, où l'on se disait que peut-être de la Babylone moderne, de la capitale du monde, il ne resterait plus qu'un monceau de cendres, le panthéon de toutes nos gloires semblait nous adresser des reproches et faire naître dans nos cœurs des remords. La France de Charlemagne et de Saint-Louis, de Louis XIV et de Napoléon protestait contre cette France odieuse que les hommes de la Commune avaient la prétention de faire naître sur les débris de notre honneur. On se croyait le jouet d'un mauvais rêve. Il y avait quelque chose d'insolite, de bizarre dans le bruit d'armes qui troublait les abords de ce château, calme et majestueuse nécropole de la monarchie absolue. Même dans ces jours cruels dont le souvenir ne s'effacera jamais de ma mémoire, l'ombre de Louis XIV m'apparaissait sans cesse. J'eus alors le désir de revoir ses appartements. Ils étaient occupés en partie par le personnel du ministère de la Justice et par les commissions de l'Assemblée. Mais on avait respecté la chambre du grand roi et aucun fonctionnaire n'aurait osé transformer en bureau le sanctuaire de la royauté. Dans notre siècle de démagogie, je ne contemplais pas sans respect cette chambre où le souverain, par excellence, mourut en roi et en chrétien. Que de réflexions me fit faire l'incomparable galerie des glaces. À quelques jours de distance, elle avait été une salle de triomphe, une ambulance et un dortoir. C'est là que notre vainqueur, entouré de tous les princes allemands, avait proclamé le nouvel empire germanique.
C'est là que les blessés prussiens de Buzenval avaient été portés. C'est là que les députés de l'Assemblée avaient couché quelques jours en arrivant à Versailles. Triste vicissitude du sort. Cette galerie étincelante, cet asile des splendeurs monarchiques, ce lieu d'apothéose où le pinceau de Lebrun a ranimé les pompes du paganisme et la mythologie, cette Olympe moderne, où l'imagination évoque tant de brillants fantômes, où l'aristocratie française ressuscite avec son élégance et sa fierté, son luxe et son courage. Cette galerie de fêtes qu'ont traversé tant de grands hommes, tant de beautés célèbres, et hélas, dans quelles circonstances douloureuses m'était-il donné de la revoir? De l'une des fenêtres, je regardais ce paysage grandiose, où Louis XIV n'apercevait rien qui ne fût lui-même, car le jardin créé par lui était tout l'horizon. Mes yeux se fixaient sur cette nature vaincue, sur ces eaux amenées à force d'art qui ne jaillissent qu'en dessins réguliers, sur cette architecture végétale qui prolonge et complète l'architecture de pierre et de marbre, sur ces arbustes qui croissent avec docilité sous la règle et l'équerre. Je comparais l'harmonieuse régularité du parc à l'art incohérent des époques révolutionnaires, et au moment où l'astre que Louis XIV avait pris pour devise se couchait à l'horizon, comme le symbole de la royauté évanouie, je me disais, ce soleil, il reparaîtra demain aussi radieux, aussi superbe, ô France, en sera-t-il de même de ta gloire? Je me préoccupais alors de celui que Pélisson appelait le miracle visible, du potentat en l'honneur duquel tout était à bout de marbre, de bronze et d'encens, et qui, pour nous servir d'une expression de Bossuet, n'a pas même joui de son sépulcre. Dieu, me disais-je, lui a-t-il pardonné cet orgueil asiatique qui en a fait une sorte de Balthazar et de Nabuchodonosor chrétien? Ce souverain qui chantait avec des larmes d'attendrissement les hymnes composés à sa louange par Quinault, quelle idée se fait-il aujourd'hui des grandeurs de la terre? Son âme s'émeut-elle encore de nos intérêts et de nos passions? Ou bien le monde, grain de sable, atome dans l'univers immense, est-il trop misérable pour appeler l'attention de ceux qui ont sondé les mystères de l'éternité? Que pense-t-il, ce grand roi, de son Versailles, temple de la royauté absolue, qui devait, avant que le temps eût noirci ses lambris dorés, en être le tombeau? Quelle opinion a-t-il de nos discordes, de nos misères, de nos humiliations? Lui qui avait conservé un souvenir si amer des troubles de la Fronde, comment juge-t-il les excès de la démagogie actuelle? Son âme de roi et de Français a-t-elle tressailli quand dans cette salle décorée de peintures triomphales, le nouveau maître de Strasbourg et de Metz a restauré cet empire d'Allemagne que la France avait mis des siècles à détruire? Quel contraste entre nos revers et les fresques superbes qui ornent le plafond! La victoire étend ses ailes rapides, la renommée embouche sa trompette. Porté sur un nuage et suivi de la terreur, Louis XIV tient en main la foudre. Le Rhin qui se reposait sur son urne se relève épouvanté de la vitesse avec laquelle il voit le monarque traversant les eaux, et d'effroi il laisse tomber son gouvernail. Les villes prises sont représentées sous les traits de ces captifs en pleurs. L'Espagne, c'est le lion blessé. L'Allemagne, c'est cet aigle précipité dans la poussière. Tout en regardant avec mélancolie ces éblouissantes et fastueuses peintures, je me rappelais ces paroles de Massillon. Que nous reste-t-il de ces grands noms, qui ont autrefois joué un rôle si brillant dans l'univers? On sait ce qu'ils ont été pendant ce petit intervalle qu'a duré leur éclat, mais qui sait ce qu'ils sont dans la région éternelle des morts? L'esprit plein de ces pensées, je descendais l'escalier de marbre, cet escalier au haut duquel Louis XIV attendait le grand Condé, qui, affaibli par l'âge et les blessures, ne montait que lentement. Mon cousin eût dit le monarque, ne vous pressez pas. On ne peut pas monter très vite quand on est chargé comme vous de tant de lauriers. Le soir, je voulais encore revoir la statue du grand roi, dont le souvenir m'avait si vivement impressionné pendant toute la durée du jour. La nuit était sereine, sa beauté douce et recueillie contrastait doublement avec les fureurs et les agitations des hommes. Son silence était interrompu par le bruit d'artillerie fratricide qui tenait dans le lointain. C'est en l'honneur de Louis XIV que les sentinelles semblaient monter la garde sur cette place, où il avait si souvent passé la revue de ses troupes. À la lueur des étoiles, je contemplais la statue majestueuse de celui qui fut plus qu'un roi. Sur son cheval colossal, il m'apparaissait comme la personnification glorieuse du droit qu'on a qualifié de divin. Républicaine ou monarchique, la France ne doit rien renier d'un tel passé. L'histoire d'un pareil souverain ne saurait que lui inspirer des idées hautes, des sentiments dignes d'elle et de lui. Il lutta jusqu'au bout contre les puissances coalisées, et quand on prononçait en Europe ce mot unique, le roi, chacun savait de quel monarque il s'agissait. Ah, cette statue est bien l'image de l'homme habitué à vaincre, à dominer et à régner, du potentat qui triomphait de la rébellion avec un regard mieux que Richelieu, avec l'âge. Laissons les coryphées de l'école révolutionnaire chercher en vain à dégrader ce bronze impérissable. La boue qu'il voudrait jeter au monument n'atteindra pas même le piédestal. Dans cette nuit où les canons de la commune répondaient à ceux du mont Valérien, la statue me semblait plus imposante que jamais. On eût dit qu'elle s'animait, comme celle du commandeur. Le geste avait quelque chose de plus fier et de plus impérieux que dans les époques moins troublées.
Son bâton de commandement à la main, le grand roi, dont le regard est tourné du côté de Paris, semblait dire à la ville insurgée, comme le convive de marbre à Don Juan, « Repens-toi ». La profonde impression que Versailles m'avait produite pendant les jours de la Commune est loin de s'être affaiblie depuis ce moment. Des circonstances bien imprévues ont fait occuper les appartements de la reine par la direction politique du ministère des Affaires étrangères. Ma modeste table de travail était, une année, placée au bout de la salle du Grand Couvert, en face du tableau qui représente le doge impérial, s'humiliant devant Louis XIV. Et j'ai eu le temps de réfléchir sur les péripéties étranges, sur les caprices du sort, par suite desquels les employés du ministère dont je fais partie étaient pour ainsi dire campés au milieu de ces salles légendaires. Les 5 pièces qui composent l'appartement de la reine ont toute une importance historique. À chacune se rattachent les plus curieux souvenirs. Vous montez l'escalier de marbre. À droite est la salle des gardes de la reine. C'est là que le 6 octobre 1789, à 6 heures du matin, les gardes du corps, victimes de la fureur populaire, défendirent avec tant de courage, contre une bande d'assassins, l'entrée de l'appartement de Marie-Antoinette. La salle suivante est celle du Grand Couvert. C'est là que les reines dînaient solennellement en compagnie des rois. Ces festins d'apparat avaient lieu plusieurs fois par semaine, et le peuple était admis à les contempler. Non seulement comme reine, mais déjà comme dauphine, Marie-Antoinette se soumit à cette bizarre coutume. Le dauphin dînait avec elle, nous dit Madame Campan dans ses mémoires, et chaque ménage de la famille royale avait tous les jours son dîner public. Les huissiers laissaient entrer tous les gens proprement mis. Ce spectacle faisait le bonheur des provinciaux. À l'heure des dîners, on ne rencontrait dans les escaliers que de braves gens qui, après avoir vu la dauphine manger sa soupe, allaient voir les princes manger leur bouillie, et qui couraient ensuite à perte d'haleine pour aller voir mesdames manger leur dessert. Après la salle du Grand Couvert et le salon de la reine, le cercle de la souveraine se tenait dans cette pièce où l'on faisait des présentations. Son siège était placé au fond de la salle, sur une estrade couverte d'un dais dont on voit encore les pitons d'attache dans la corniche en face des fenêtres. C'est là que brillèrent les beautés célèbres de la cour de Louis XIV, avant que le roi allât s'emprisonner dans les appartements de Madame de Maintenon. C'est là que le président Hainaut et le duc de Luynes venaient sans cesse causer avec cette aimable et bonne Marie Legzinska, en qui chacun se plaisait à reconnaître les vertus d'une bourgeoise, les manières d'une grande dame, la dignité d'une reine. C'est là que Marie-Antoinette, la souveraine à la taille de nymphe, à la marche de déesse, à l'aspect doux et fier, digne de la fille des Césars, recevait avec cet air royal de protection et de bienveillance, avec ce prestige enchanteur dont les étrangers emportaient le souvenir à travers l'Europe comme un éblouissement. La pièce suivante est de toutes celles qui évoquent le plus de souvenirs. C'est la chambre à coucher de la reine, la chambre où sont mortes 2 souveraines, Marie-Thérèse et Marie Legzinska, 2 dauphines, la dauphine de Bavière et la duchesse de Bourgogne. La chambre où sont nés 19 princes et princesses du sang, et parmi eux 2 rois, Philippe V, roi d'Espagne, et Louis XV, roi de France. La chambre qui, pendant plus d'un siècle, a vu les grandes joies et les suprêmes douleurs de l'ancienne monarchie. Cette chambre a été occupée par 6 femmes. D'abord par la vertueuse Marie-Thérèse, qui s'y installa le 6 mai 1682 et y rendit le dernier soupir le 30 juillet de l'année suivante. Ensuite par la femme du grand dauphin, la dauphine de Bavière, qui mourut le 20 avril 1690 à l'âge de 29 ans, puis par la charmante duchesse de Bourgogne, qui s'y établit dès son arrivée à Versailles, le 8 novembre 1696. Il mit au monde 3 princes, dont le dernier seul vécut, et régna sous le nom de Louis XV, et y mourut le 12 février 1712, à l'âge de 26 ans. Puis, par cette infante d'Espagne, Marie-Anne Victoire, qui était fiancée avec le jeune roi de France, et qui demeura là depuis le mois de juin 1722 jusqu'au mois d'avril 1725, époque où le mariage projeté fut rompu. Ensuite, par la pieuse Marie Legzinska, qui s'installa dans cette chambre le 1er décembre 1725, et y donna naissance à ses 10 enfants, y habita pendant un règne de 43 ans, y mourut le 24 juin 1768, entouré de la vénération universelle. Enfin, par la plus poétique des femmes, par celle qui résume en elle les triomphes et les humiliations, les joies et les douleurs, par celle dont le nom seul inspire l'attendrissement et le respect, par Marie-Antoinette. C'est là que vinrent au monde ses 4 enfants, et qu'elle faillit mourir à la naissance de sa première fille, la future duchesse d'Angoulême. Une antique et bizarre étiquette autorisait le peuple à s'introduire en pareil cas dans ce palais des rois. La galerie des glaces, les salons, l'œil de bœuf, la chambre de la reine étaient envahis par la foule. Marie-Antoinette, manquant d'air respirable, perdit connaissance pendant 3 quarts d'heure. Quand elle revint à elle, Louis XVI lui présenta la princesse qui venait de naître. « Pauvre petit, dit-elle, vous n'étiez pas désiré, mais vous n'en serez pas moins cher. Un fils eût plus particulièrement appartenu à l'État.
vous serez à moi. Vous aurez tous mes soins, vous partagerez mon bonheur, et vous adoucirez mes peines. Ce fut là aussi que virent le jour les deux fils du roi et de la reine, martyrs, l'un né le 22 octobre 1781, mort le 4 juin 1789, l'autre né le 27 mars 1785, connu sous le nom de duc de Normandie, et qui devait plus tard s'appeler Louis XVII. Dans cette chambre mémorable, à tant de titres, commença l'agonie de la royauté française. Marie-Antoinette y dormait le matin du 6 octobre 1789, quand elle fut réveillée par l'insurrection. Au fond de la chambre, dans le panneau où est actuellement le portrait de la reine par Madame Lebrun, une petite porte conduisait aux appartements du roi. C'est par là que la malheureuse souveraine s'échappa pour aller chercher un refuge auprès de Louis XVI, pendant que les émeutiers assassinaient les gardes du corps. Quelques instants après, elle quittait Versailles, qu'elle ne devait jamais revoir. Depuis lors, aucune femme n'occupa les appartements de la reine. Le théâtre subsiste, les décors sont à peine modifiés. Mais il faut faire sortir de la poussière du temps les acteurs, les actrices surtout. L'année que j'ai passée dans ces salles, encore si pleines de leurs souvenirs, m'a donné la première idée du travail que je publie aujourd'hui. Que de fois j'ai cru apercevoir, comme autant de gracieux fantômes, les femmes illustres qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont pleuré dans ce séjour. Je voudrais me rendre un compte minutieux du rôle qu'elles y ont joué, mentionner avec précision les appartements qu'elles ont habités, montrer en détail l'existence qu'elles menaient, indiquer, pour nous servir d'une expression de Saint-Simon, ce qu'on pourrait appeler la mécanique de la vie de la cour. Je veux essayer l'histoire du château de Versailles lui-même par les femmes qui l'ont habité depuis 1682, époque où Louis XIV y fixa sa résidence, jusqu'au 6 octobre 1789, jour fatal où Louis XVI et Marie-Antoinette le quittèrent sans retour. Le sanctuaire de la monarchie absolue devait être également son tombeau. Ni les nièces de Mazarin, ni la grande mademoiselle, ni les duchesses de la Vallière et de Fontanges ne doivent être considérées comme des femmes de Versailles. À l'époque où ces héroïnes brillèrent de tout leur éclat, Versailles n'était pas encore la résidence officielle de la cour et le siège du gouvernement. Nous ne commencerons donc cette étude qu'en 1682, année où Louis XIV, quittant Saint-Germain, son séjour habituel, s'établit définitivement dans sa résidence de prédilection. Pendant plus d'un siècle, de 1682 à 1789, combien de curieuses figures apparaîtront sur cette scène radieuse? Que de vicissitudes dans leur destinée, que de singularités et de contrastes dans leur caractère. C'est la bonne reine Marie-Thérèse, douce, vertueuse, résignée, se faisant aimer et respecter de toutes les honnêtes gens. C'est l'orgueilleuse sultane, la femme à l'esprit étincelant, moqueur, acéré, l'altière, l'omnipotente marquise de Montespan. C'est la femme dont le caractère est une énigme et la vie un roman, qui a connu tour à tour toutes les extrémités de la mauvaise et de la bonne fortune, et qui, avec plus de rectitude que d'effusion, avec plus de justesse que de grandeur, a eu du moins le mérite de réformer la vie d'un homme dont les passions avaient été divinisées, Madame de Maintenon. C'est la princesse Platine, la femme de Monsieur, frère du roi, la mère du futur régent, allemande enragée, invectivant sa nouvelle patrie, représentant à côté de l'apothéose la satire, exhalant dans ses lettres les colères d'une altesse en jupon, rustique, mais spirituelle, plus impitoyable, plus caustique, plus passionnée que Saint-Simon lui-même. Femme étrange, au style brusque, impétueux, au style qui, comme dit Sainte-Beuve, a de la barbe au menton, et de qui l'on ne sait trop, quand on le traduit de l'allemand en français, s'il tient de Rabelais ou de Luther. C'est la duchesse de Bourgogne, la sylphide, la sirène, l'enchanteresse du vieux roi, la duchesse de Bourgogne, dont la mort précoce fut le signal de l'agonie d'une cour naguère si éblouissante. Sous Louis XV, c'est la vertueuse, la sympathique Marie Lexinska, le modèle du devoir, qui joue auprès de Louis XV le même rôle respecté, mais effacé, que Marie-Thérèse auprès de Louis XIV. C'est l'intrigante, la femme ministre, la marquise de Pompadour, vraie magicienne, habituée à tous les enchantements, à toutes les féeries du luxe et de l'élégance, mais qui restera toujours une parvenue, faite pour l'opéra plutôt que pour la cour. Ce sont les 6 filles de Louis XV, type de piété filiale et de vertu chrétienne. Madame Infante, si tendre pour son père, Madame Henriette, sa sœur jumelle, morte de chagrin à 24 ans pour ne s'être pas mariée suivant son cœur. Madame Adélaïde et Madame Victoire, inséparables dans l'adversité comme dans les beaux jours. Madame Sophie, douce et timide. Madame Louise, successivement amazone et carmélite, qui, dans le délire de l'agonie, s'écriait « Au paradis, vite, vite, au paradis, au grand galop !» C'est Madame du Barry, déguisée en comtesse, et destinée par l'ironie du sort à ébranler les bases du trône de Saint-Louis, de Henri IV et de Louis XIV. Puis, après le scandale, sous le règne qui est l'heure de l'expiation, c'est Madame Élisabeth,
nature angélique et essentiellement française, montrant au milieu des plus horribles catastrophes non seulement du courage, mais de la gaieté. C'est la princesse de Lamballe, gracieuse et touchante héroïne de l'amitié. C'est Marie-Antoinette, dont le nom seul est plus pathétique que tous les commentaires. Dans la carrière de ces femmes, que d'enseignements historiques, et aussi que de leçons de psychologie et de morale. Qui ferait mieux connaître la cour, ce pays où les joies sont visibles mais fausses, où les chagrins cachés mais réels, la cour qui ne rend pas content et qui empêche qu'on ne le soit ailleurs, la bruyère de la cour. Les femmes de Versailles ne nous disent-elles pas toutes la condition la plus heureuse en apparence à ces amertumes secrètes qui en corrompent toute la félicité? Le trône est le siège des chagrins, comme la dernière place. Les palais superbes cachent des soucis cruels, comme le toit du pauvre et du procureur et du laboureur. Et de peur que notre exil ne nous devienne trop aimable, nous s'y sentons toujours par mille endroits qu'il manque quelque chose à notre bonheur. Massillon, Sermon sur les afflictions. Un portrait de Millard représente la duchesse de la Vallière avec ses enfants. Mademoiselle de Blois et le comte de Vermandois. Elle est pensive et tient à la main un chalumeau, à l'extrémité duquel flotte une bulle de savon avec ces mots « Sic transit gloria mundi ». Ainsi passe la gloire du monde. Ne pourrait-ce pas être la devise de toutes les héroïnes de Versailles? Combien aurait pu dire que Madame de Sévigné, riche aussi, honorée, adulée et heureuse en apparence? Je trouve la mort si terrible que j'ai plus la vie, parce qu'elle m'y mène, que par les épines dont elle est semée. Vous me direz donc que je veux vivre éternellement? Point du tout. Mais si l'on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien mieux aimé mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté de bien des ennuis et m'aurait donné le ciel, bien sûrement et bien aisément. Madame de Sévigné, lettre du 16 mars 1672. La princesse palatine, madame, femme du frère de Louis XIV, écrivait à propos de la mort de la reine d'Espagne. J'entends et je vois tous les jours tant de vilaines choses que tout cela me dégoûte de la vie. Vous aviez bien raison de dire que la bonne reine est maintenant plus heureuse que nous, et si quelqu'un voulait me rendre, comme à elle et à sa mère, le service de m'envoyer en 24 heures de ce monde dans l'autre, je ne lui en serais certes pas mauvais gré. Lettre de la princesse palatine, 20 mars 1680. Même avant l'heure des grandes humiliations, où il faudra descendre l'escalier de marbre de Versailles pour ne plus le remonter, Madame de Montespan cachait dans son triomphe extérieur un fond de tristesse. Madame de Sévigné, lettre du 31 juillet 1675. La rivale qui, contre toute attente, devait la supplanter, Madame de Maintenon, écrivait à Madame de la Maisonfort. Que ne puis-je vous donner mon expérience? Que ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore les grands et la peine qu'ils ont à remplir leur journée? Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on aurait eu peine à imaginer? J'ai été jeune et jolie, j'ai goûté les plaisirs, j'ai passé des années dans le commerce de l'esprit. Je suis venu à la faveur, et je vous proteste, ma chère fille, que tous les états laissent un vide affreux. C'est encore Madame de Maintenon qui disait à son frère, le comte de Migné, « Je n'y puis plus tenir, je voudrais être morte. » C'est elle qui, résumant les phases de sa carrière si surprenantes, écrivait à Madame de Caylus, 2 ans avant de mourir. On rachète bien les plaisirs et l'enivrement de la jeunesse. Je trouve en repassant ma vie que, depuis l'âge de 32 ans, qui fut le commencement de ma fortune, je n'ai pas été un moment sans peine, et qu'elles ont toujours augmenté. Lettre de Madame de Maintenon à Madame de Caylus, le 19 avril 1717. Les femmes du règne de Louis XV ne fournissent pas moins de sujets aux réflexions philosophiques. Pendant que leur char de triomphe s'avance au milieu d'une foule de flatteurs, leur conscience leur souffle à l'oreille de cruelles paroles. Semblables à des actrices qui ont devant elles un public fantasque et versatile, elles craignent toujours que les applaudissements ne se changent en huées, et c'est avec un fond de terreur que, malgré leur aplomb apparent, elles continuent à jouer leur triste rôle. Les favorites des rois ne semblent-elles pas se réunir toutes pour s'écrier avec saint Augustin « Ô mon Dieu, vous l'avez ordonné, et la chose ne manque jamais d'arriver, que toute âme qui est dans le désordre soit à elle-même son supplice. Si l'on y goûte certains moments de félicité, c'est une ivresse qui ne dure pas. Le ver de la conscience n'est pas mort, il n'est qu'assoupi. La raison, aliénée, revient bientôt, et avec elle reviennent les troubles amers, les pensées noires et les cruelles inquiétudes. » Massillon, panégyrique de Sainte-Madeleine. La jeune duchesse de Châteauroux, qui passe du matin au soir comme l'herbe des champs, résume dans sa courte carrière toutes les misères et toutes les déceptions de la vanité. À l'apogée de sa faveur, Madame de Pompadour est plongée dans la mélancolie.
Sa femme de chambre, madame du Haussay, confidente de ses perpétuels soucis, lui dit avec une commisération sincère: « Je vous plains, madame, tandis que tout le monde vous envie. » Et la marquise, blasée de faux plaisirs, tourmentée par de vraies souffrances, prononce cette parole si amère: « La sorcière a dit que j'aurais le temps de me reconnaître avant de mourir. Je le crois, car je ne périrai que de chagrin. » À peine descendue dans la tombe, la pauvre morte est oubliée de tous. La reine elle-même en fait la remarque lorsqu'elle écrit au président Hainaut: « Il n'est donc plus question ici de ce qui n'est plus, que si elle n'eût jamais existé. Voilà le monde, c'est bien la peine de l'aimer. » Les destinées des héroïnes de Versailles ne sont pas seulement intéressantes au point de vue moral, elles ont, sous le rapport de l'histoire, une importance, pour ainsi dire, symbolique. Certaines de ces femmes résument en effet toute une société, personnifient toute une époque. Madame de Montespan, la beauté superbe, la grande dame fière de sa naissance, de son esprit, de ses richesses, de sa magnificence, la femme qui, par ses terribles railleries, se fait craindre autant qu'admirer, à ce point que les courtisans disent ne pas oser passer sous ses fenêtres parce que c'est passé par les armes. La fastueuse Madame de Montespan, que les anciens auraient représentée en Cybèle, portant Versailles sur son front, n'est-elle pas comme une incarnation de cette France altière et triomphante de l'apogée du règne de Louis XIV, de cette France qui ressuscite les pompes du paganisme et enveloppe dans des nuages d'encens le souverain radieux dont elle est idolâtre? Mais l'orgueil de la favorite sera châtié, et pour elle de même que pour le roi, les humiliations succéderont au triomphe. Les rayons du soleil n'ont plus la même splendeur. L'astre roi qui décline a perdu l'ardeur de ses feux. Madame de Maintenon apparaît. Avec sa nature et son style tempéré, son respect pour les convenances et pour la règle, sa piété mêlée d'un peu d'ostentation, elle est le symbole vivant de la nouvelle cour. Après Louis XIV, la Régence. Avec la Régence, le scandale. La duchesse de Berry, Marie-Louise Élisabeth d'Orléans, fille du régent, épousa en 1710 le duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, et devint veuve dès 1714. Elle mourut en 1719 à l'âge de 24 ans. Si fantasque, si capricieuse, si passionnée, n'est-elle pas l'image de cette époque? Avec Louis XV, il y a comme une diminution graduelle de prestige et de dignité, dont la duchesse de Châteauroux, la marquise de Pompadour, madame du Barry, sont en quelque sorte les symboles vivants. Et cependant, même alors, il y a encore çà et là des mœurs patriarcales, des sentiments vraiment chrétiens, des caractères qui honorent la nature humaine. La reine Marie Lexinska en est la personnification. Elle et ses filles conservent à la cour les dernières traditions des convenances. Enfin vient Marie-Antoinette, la femme qui représente, dans la plus résistante et la plus tragique de toutes les destinées, non seulement la majesté et les douleurs de la monarchie, mais toutes les grâces et toutes les angoisses, toutes les joies et toutes les souffrances de son sexe. Trop souvent, en étudiant l'histoire, on y rencontre le scandale, mais on y trouve aussi un enseignement. Ce ne sont pas surtout les femmes vertueuses qui s'écrient « vanité, tout est vanité ». Ce sont les coupables qui sortent de leur tombe et qui, se frappant la poitrine, font amende honorable devant la postérité. Ces beautés qui jettent un éclat passager sur la scène du monde s'évanouissent comme des ombres, semblables à l'herbe des champs. Elles passent du matin au soir, et l'histoire, instruite par leur exemple, devient une sorte de morale en action. Le présent volume est consacré aux femmes de la cour de Louis XIV. Si la jeunesse à laquelle nous dédions cette édition spéciale y trouve quelque intérêt, il sera suivi de plusieurs autres. La cour de Louis XIV, le château de Versailles. Avant de rappeler le rôle que les femmes de Versailles ont joué, il faut dire quelques mots du théâtre sur lequel leurs destinées se sont accomplies et montrer par quelle transformation miraculeuse un endroit triste et sombre, plein de sable mouvant et de marécages, sans vue, sans eau, sans forêt, fut façonné, pour ainsi dire, à l'image du grand roi et devint une merveille, objet de l'admiration du monde entier. Comme ces grands fleuves qui à leur source sont à peine un petit ruisseau, l'existence du palais destiné à tant de splendeur commença dans les proportions les plus modestes. C'est en 1624 que Louis XIII fit bâtir à Versailles un rendez-vous de chasse sur une éminence où il y avait auparavant un moulin à vent. En 1627, dans une assemblée de notables tenue aux Tuileries, Bassompierre reprochait au roi de ne pas achever les bâtiments de la couronne, et il disait à ce propos: « L'inclination de Sa Majesté n'est point portée à bâtir, les finances de la Chambre ne seront point épuisées par ces somptueux édifices, si ce n'est qu'on veuille lui reprocher le chétif château de Versailles, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité. » Voir sur les origines du palais le curieux et savant ouvrage publié par Monsieur le Roi sous le titre Louis XIII et Versailles.
En 1651, 8 ans après la mort de son père, Louis XIV, alors dans sa 13e année, vint pour la première fois à Versailles. Il s'attacha dès lors à ce séjour, et quelques années plus tard, il le choisit pour lui donner des fêtes magnifiques. Au mois de mai 1664, il y fit célébrer les plaisirs de l'île enchantée, divertissements empruntés aux poèmes de l'Arioste, à l'exécution desquels concoururent Benserade et le président de Périgny pour les récits en vers. Molière et sa troupe pour la comédie, Lully pour la musique et les ballets, le machiniste italien Vigarani pour les décors, les illuminations et les feux d'artifice. Le 7 mai, première journée des fêtes, il y eut une course de bagues en présence des deux reines Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, dans un cercle de verdure élevé à l'entrée de ce qu'on nomme aujourd'hui le tapis vert. Le jeune Louis XIV, vêtu d'un costume où tous les diamants de la couronne resplendissaient, représentait le paladin Roger dans l'île d'Alcine. Après le tournoi dont il fut vainqueur, Flore et Apollon arrivèrent pour le féliciter sur des chars que traînaient les nymphes, les satyres et les dryades. Au banquet, le temps, les heures, les saisons servirent les convives abrités sous des bosquets de lilas, de muguets et de roses. Le lendemain, 8 mai, on représenta sur un théâtre élevé au milieu de la même allée la princesse d'Élide, pièce dans laquelle Molière jouait les rôles de Lyciscas et de Moron. Le 9, ballet dans le palais d'Alcide, avec feux d'artifice qui en simulaient l'embrasement. Le 10, course de tête dans les fossés du château. Le 11, représentation des fâcheux de Molière. Le 12, loterie, où se trouvaient des ameublements, des pièces d'argenterie, des pierres précieuses, et le soir, le Tartuffe. Le 13, le mariage forcé. Le 14, départ du roi et de la cour pour Fontainebleau. Versailles n'était pas encore la résidence royale, mais Louis XIV venait de temps en temps y passer quelques jours, parfois quelques semaines, surtout quand il voulait éblouir les yeux et fasciner les imaginations par l'éclat de ces fêtes pompeuses qui ressemblaient à des apothéoses. Le 14 septembre 1665, il y eut à Versailles une grande chasse où la reine, Madame Henriette d'Angleterre, Mademoiselle de Montpensier, Mademoiselle d'Alençon chassèrent en costume d'Amazone, et au mois de février 1667, un carrousel qui recula les bornes de la magnificence. La Gazette a soin de nous décrire le cortège des dames de la cour, toutes admirablement équipées et sur des chevaux choisis, conduites par madame, avec une veste des plus superbes et sur un cheval blanc, houssé de brocart, semé de perles et de pierreries. Après l'escadron féminin apparaissait le roi Soleil, ne se faisant pas moins connaître à cette haute mine qui lui est particulière qu'à son riche vêtement à la hongroise, couvert d'or et de pierres précieuses, avec un casque ondoyé de plumes, et à la fierté de son cheval, qui semblait plus superbe de porter un si grand monarque que de la magnificence de son caparaçon et de sa housse pareillement couverte de pierreries. Gazette de 1667. Venait ensuite monsieur, frère du roi, en costume de turc, puis le duc d'Enghien, habillé en indien, puis les autres seigneurs qui formaient les zigadaries. Le 10 juillet 1668, nouvelle réjouissance dans la journée, représentation des fêtes de l'amour et de Bacchus, paroles de Quinault, musique de Lully et de Georges Dandin jouée par Molière et par sa troupe. Le soir, festin et bal, à 2 heures du matin, illumination. Le pourtour du parterre de la Tonne, la grande allée, la terrasse et la façade du palais étaient décorés de statues, de vases, de candélabres, éclairés d'une manière ingénieuse, qui les faisait apparaître comme enflammés à l'intérieur. Les fusées des feux d'artifice se croisaient au-dessus du château, et lorsque toutes ces lumières s'éteignaient, dit Félicien, non dit Félibien, en terminant le récit de la fête, on s'aperçut que le jour, jaloux des avantages d'une belle nuit, commençait à poindre. Le 17 septembre 1672, la troupe du roi représentait les femmes savantes de Molière, qui furent, dit la Gazette, admirées d'un chacun. Du 8 février au 19 avril 1674, Bourdaloue prêchait le carême à Versailles. Le 11 juillet, on y jouait le Malade imaginaire de Molière, mort l'année précédente, au mois d'août. Il y avait une série de grandes fêtes. Félibien fait une description saisissante de la nuit du 31 août 1674, où l'on vit tout à coup, sous un ciel sans étoiles, et du noir le plus sombre, un ruissellement inouï de lumière. Tous les parterres étincelaient. La grande terrasse, qui est devant le château, était bordée d'un double rang de feux, espacés à 2 pieds l'un de l'autre. Les rampes et les degrés du fer à cheval, tous les massifs, toutes les fontaines, tous les bassins resplendissaient de 1000 flammes. De l'Italie était venu cet art pyrotechnique, ce mélange de feu, de fleurs et d'eau, qui faisait ressembler le parc au jardin d'Armide. Les rives du Grand Canal étaient ornées de statues et de décorations d'architecture, derrière lesquelles on avait disposé un nombre infini de lumières qui les faisaient paraître transparentes. Le roi, la reine et
toute la cour était sur des gondoles richement ornées. Des bateaux remplis de musiciens les suivaient, et l'écho répétait les sons d'une harmonie magique. À partir de l'année suivante, de grands travaux, commencés par Levaux et Dormé, continués par Jules Ardouin à Mansart, furent entrepris à Versailles, où Louis XIV voulait fixer sa résidence définitive. Quel motif le déterminait à renoncer à ce château de Saint-Germain où il était né, à ce château si admirablement situé, d'où l'on découvre un si beau fleuve, un si vaste et si magnifique horizon? Rien ne manque à Saint-Germain, ni les arbres, ni l'eau, ni la vue. L'air y est vif et salubre. Et du haut de la terrasse, adossé à la forêt, on contemple un des panoramas les plus variés et les plus majestueux du globe. Si Louis XIV avait dépensé pour embellir et agrandir le vieux château, celui qui existe encore, et le château neuf, celui qui était situé en face de la Seine et qui fut détruit sous Louis XVI, la moitié des sommes dépensées pour Versailles, quel incomparable palais, quelle merveille aurait-on admiré? Que n'aurait-on pas pu faire du château neuf de Saint-Germain? Et il n'en reste aujourd'hui que le pavillon Henri IV de ce château si élégant, dont les escaliers paraissaient de loin comme des arabesques en relief, incrustés sur le flanc de la colline, et dont les 5 terrasses successives, ornées de bosquets, de bassins, de parterres, de fleurs, descendaient jusqu'à la Seine. Comment préférer à une telle résidence, à un tel paysage, un manoir obscur, sans perspective, entouré d'étangs fangeux, sur un terrain où, au lieu d'être favorisé par la nature, il fallait la tyranniser, la dompter à force d'art et d'argent? Était-ce, comme on l'a dit, la vue lointaine du clocher de Saint-Denis, dernier terme de la grandeur royale, qui rendait Saint-Germain antipathique à Louis XIV? Ce clocher qui semblait lui dire à l'horizon « Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem revertens » contrariait-il l'ivresse de vie et de toute puissance qui débordait en lui? Cette pensée pusillanime nous semble indigne du grand roi. Nous inclinons plutôt à croire que ce qui éloignait Louis XIV de Saint-Germain, c'était le souvenir du temps où, chassé de Paris par les troupes de la Fronde, il fut transporté nuitamment dans le vieux château. Sans doute il n'aimait pas voir de sa fenêtre cette capitale qui avait insulté son enfance. S'arracher à un souvenir important, effacer complètement, même dans la pensée, les derniers vestiges des actes de rébellion contre l'autorité royale, choisir une résidence qui n'était rien pour en faire le plus radieux des palais, se complaire dans cette transformation, comme dans le triomphe de la puissance, de l'orgueil, de la force de volonté, tout créer soi-même, architecture, jardin, fontaine, horizon, contraindre la nature à plier sous le joug et à s'avouer vaincu, comme la Révolution. Tel fut le rêve de Louis XIV, et ce rêve, il le réalisa. De 1675 à 1682, les travaux de Versailles se poursuivirent avec une étonnante activité. On acheva les grands appartements du roi et l'escalier dit des ambassadeurs. On construisit la galerie des glaces, à l'endroit où une terrasse occupait le milieu de la façade, du côté des jardins. On ajouta au château l'aile du midi, dit aile des princes. On termina à droite et à gauche les bâtiments qui bordent la première cour avant le château et qu'on désigne sous le nom d'aile des ministres. On éleva la grande et la petite écurie. Enfin, en 1681, on transporta la chapelle sur l'emplacement actuel du salon d'Hercule et du vestibule qui se trouve au-dessous. Le 30 avril 1682, l'archevêque de Paris, François de Harlay, bénit la nouvelle chapelle, et le 6 mai suivant, Louis XIV s'installa définitivement à Versailles. Si l'on veut se rendre compte des agrandissements de Versailles, on n'a qu'à regarder le tableau de Van der Meulen qui est dans l'antichambre du roi, salle numéro 121 de la notice du musée par M. Soulier. Ce tableau qui porte le numéro 2145 représente Versailles tel qu'il était avant les travaux ordonnés par Louis XIV. Le roi s'établit au centre même du palais. Le salon dit œil de bœuf, salle numéro 123 de la notice du musée, était alors divisé en 2 pièces. La chambre des bassins, ainsi nommée parce qu'elle contenait plusieurs tableaux de ce maître, c'est là qu'attendaient les princes et seigneurs admis au lever du souverain, et l'ancienne chambre de Louis XIII, où Louis XIV coucha de 1682 à 1701. À côté de cette chambre était le grand cabinet, où se faisaient des cérémonies du lever et du coucher, où le roi donnait audience aux nonces et aux ambassadeurs, où il recevait le serment des grands officiers de sa maison. Salle numéro 124 de la notice. Cette pièce devint la chambre à coucher de Louis XIV, et c'est là qu'il mourut. La salle suivante, salle du conseil, numéro 125 de la notice, était alors séparée en 2. La partie la plus rapprochée de la chambre du roi se nommait le cabinet du conseil. C'est là que Louis XIV prit avec ses ministres les plus grandes décisions de son règne. L'autre se nommait le cabinet des termes ou des perruques. La reine et le dauphin eurent leur logement, l'une au premier étage, l'autre au rez-de-chaussée, dans la portion méridionale de l'ancien château de Louis XIII, celle qui domine l'orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Les appartements de la reine aboutissaient, par le salon de la paix, à la galerie des glaces, le chef-d'œuvre du nouveau Versailles.
À l'autre extrémité de la galerie commençaient, avec le salon de la guerre, les salles désignées sous le nom de grands appartements du roi, pièces d'apparat et de réception, portant des noms mythologiques, salle d'Apollon, de Mercure, de Mars, de Diane, de Vénus. Le gouverneur du palais et le confesseur du roi logèrent dans l'aile du nord, celle qu'a depuis reconstruite l'architecte Gabriel. Au-delà de l'emplacement où est la chapelle actuelle, on plaça les princes de Condé et de Conti, le gouverneur des enfants de France et un bon nombre de grands officiers et de chapelains. Dans la grande salle du Midi, les enfants de France et la famille d'Orléans habitèrent en face des jardins. Enfin, les secrétaires d'État, ministres de la Maison du Roi, des Affaires étrangères, de la guerre, de la marine, s'installèrent dans les deux corps du bâtiment devant lesquels s'élèvent aujourd'hui les statues d'hommes célèbres. L'ensemble de ces immenses constructions, subdivisées à l'infini dans l'intérieur, servait d'habitation à plusieurs milliers d'individus. Versailles était achevé. À part très peu de modifications, il offrait l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Du côté de la ville, le monument, quoique grandiose, disparate. Son architecture composite, le contraste qui se fait remarquer entre la brique et la pierre, entre le château primitif et les immenses accroissements, a quelque chose qui étonne. De l'autre côté, celui du parc, tout au contraire, est majestueux, régulier, empreint d'une harmonie parfaite. Cette façade, ou pour mieux dire ces trois façades, ayant ensemble 375 ouvertures sur le jardin, ce corps de bâtiment où habite le maître, et qui fait saillie au milieu d'une longue ligne droite, ces ailes qui semblent se reculer, comme pour garder une respectueuse distance, ces bosquets façonnés en murailles de verdure, ces bassins encadrés dans des marbres précieux, dépendant du palais, dont ils sont le complément, tout cela frappe l'esprit et les yeux d'un véritable saisissement. Jamais peut-être la splendeur d'un palais ne s'est mieux identifiée avec la grandeur d'un homme. L'idole est digne du temple, le temple digne de l'idole. Il y a toujours dans les monuments quelque chose d'immatériel, de moral, pour ainsi dire, et ils empruntent leur poésie à la pensée qui s'y rattache. C'est pour une cathédrale l'idée de Dieu, c'est pour Versailles l'idée du roi. La mythologie, comme on en a fait la juste remarque, n'est plus qu'une allégorie magnifique dont Louis XIV est la réalité. C'est lui partout, lui toujours. Les héros, les divinités de la fable ne font que lui prêter leurs attributs ou se mêler à ses courtisans. En son honneur, Neptune fait jaillir de toutes parts les eaux qui se croisent dans les airs en voûtes étincelantes. Apollon, son symbole favori, préside à ce monde enchanté, comme le dieu de la lumière, l'aspirateur des muses. Le soleil du dieu paraît s'humilier devant celui du roi. Nec pluribus impar, la nature et l'art s'unissent pour célébrer, par un hosanna perpétuel, la gloire du souverain. Lorsque Louis XIV établit définitivement sa résidence à Versailles, en 1682, les principales femmes de la cour qui s'y installèrent avec lui étaient la reine, âgée comme lui de 44 ans, née en 1638, mariée en 1660, la dauphine, princesse bavaroise, née en 1660, mariée en 1680, ayant une mauvaise santé, un caractère doux et mélancolique, la duchesse d'Orléans, désignée tantôt sous le nom de Madame, tantôt sous celui de la princesse Palatine, née en 1652, mariée en 1671 à Monsieur, frère du roi, allemande ne pouvant s'habituer à sa nouvelle patrie. La princesse de Conti, née en 1666, mariée en 1681 au prince Armand de Conti, neveu du Grand Condé, jeune femme d'une grâce et d'une beauté exceptionnelles. Mademoiselle de Nantes, née en 1673. Mademoiselle de Blois, née en 1677, qui devait épouser quelques années plus tard l'une le duc de Bourbon, l'autre le duc de Chartres, le futur régent. Madame de Montespan, leur mère, alors âgée de 41 ans, arrivée au terme de sa puissance, mais demeurant encore à la cour en sa qualité de dame du palais de la reine. Enfin, Madame de Maintenon, déjà très influente sous des dehors modestes, belle encore malgré ses 47 ans, en aussi bons termes avec la reine qu'avec le roi, et récompensée depuis 1680 des soins qu'elle avait donnés, comme gouvernante, aux enfants de Madame de Montespan, par une place créée pour elle, qui ne l'astreignait à aucun service assujettissant, et la fixait à la cour dans une position honorable, la place de seconde dame d'atour de la Dauphine. On ne peut comprendre le rôle des femmes de Versailles qu'en étudiant d'abord le souverain qui fut l'âme de ce palais, et qui marqua de sa forte empreinte non seulement son royaume, mais encore l'Europe tout entière. Jamais monarque n'exerça un pareil prestige personnel, et tout ce qui brillait autour de lui n'était qu'un pâle reflet de cette éblouissante lumière. La vie de Louis XIV gagne, quoi qu'on en dise, à être examinée de près. Défauts et qualités. Tout fut grand dans ce type accompli de la monarchie absolue, de la royauté de droit divin. Louis XIV n'était pas seulement majestueux, il était aussi agréable. Les membres de sa famille, ses ministres, les personnages de son entourage, ses domestiques l'aimaient. Ce souverain, intimidant à ce point
qu'il fallait au dire de Saint-Simon commencer par s'accoutumer à le voir, si, en lui parlant, on ne voulait s'exposer à demeurer court, était pourtant plein de bienveillance et d'affabilité. Jamais homme si naturellement poli, ni d'une politesse si fort mesurée, ni qui distinguât mieux l'âge, le mérite, le rang, jamais il ne lui échappa de dire rien de désobligeant à personne. Saint-Simon, mémoire. La princesse palatine, ordinairement si sévère, si caustique, rendait hommage à ses qualités d'homme privé autant qu'à ses qualités de souverain. Quand le roi voulait, dit-elle dans sa correspondance, il était l'homme le plus agréable et le plus aimable du monde. Il plaisantait d'une manière comique et avec agrément. Quoiqu'il aimât la flatterie, il s'en moquait souvent lui-même. Il s'entendait parfaitement à contenter les gens, même en leur refusant leurs demandes. Il avait les manières les plus affables, et parlait avec tant de politesse qu'il leur touchait le cœur. Quand il s'agissait de son propre mouvement, il était toujours bon et généreux. Ce souverain qui a donné des marques d'un égoïsme cruel avait cependant parfois d'exquises délicatesses de cœur. Madame de Lafayette, bon juge en matière de sentiments, le constate aussi dans ses mémoires. Le roi qui a l'âme bonne a une tendresse extraordinaire, surtout pour les femmes. Avec son incontestable beauté de taille et de visage, sa douceur majestueuse, le son de sa voix pénétrante, avec cette courtoisie chevaleresque, cette politesse exquise envers les femmes de tout rang, cette suprême élégance de manière de langage, il aurait eu même, comme le simple particulier, le don de se faire distinguer entre tous, comme le roi des abeilles. Saint-Simon, mémoire. C'était un suprême artiste qui jouait avec aisance et conviction son rôle de roi. C'était aussi un poète qui aurait dit volontiers avec Alfred de Musset « Être admiré n'est rien, l'affaire est d'être aimé ». Poète en action, dont l'existence, faite pour frapper l'imagination de ses sujets, se déroulait comme une série non interrompue d'actes grandioses et merveilleux, souverain épris de gloire et d'idéal, qui se complaisait dans l'admiration des grandes batailles, des actes d'héroïsme et de courage, dans les appareils guerriers, dans les opérations du siège savamment combinées, dans les terribles mêlées de la guerre et au milieu des forêts, dans le bruyant tumulte des grandes chasses. Valcanaer, mémoire de Madame de Sévigné, tome 5. Louis XIV, sur son lit de mort, s'accusait d'avoir trop aimé la guerre, et il pouvait encore s'adresser beaucoup d'autres reproches sur sa vie passée, mais on se trompait en croyant que le plaisir y avait occupé la première place. Pendant toute la durée de son règne, il ne cessa jamais de travailler 8 heures par jour. Il avait donc le droit d'écrire, dans les mémoires destinés à servir d'instruction à son fils, que pour un roi, ne pas travailler, c'est de l'ingratitude et de l'audace à l'égard de Dieu, de l'injustice et de la tyrannie à l'égard des hommes. Ces conditions, disait-il, qui pourront quelquefois vous sembler rudes et fâcheuses dans une si haute place, vous paraîtraient douces et aisées s'il s'agissait d'y parvenir. Rien ne vous serait plus laborieux qu'une grande oisiveté. Si vous aviez le malheur d'y tomber, dégoûté premièrement des affaires, puis des plaisirs, vous seriez enfin dégoûté de l'oisiveté elle-même. Le travail était, pour le grand roi, une source de satisfactions incessantes. Avoir les yeux ouverts sur toute la terre, ajoutait-il, apprendre incessamment les nouvelles de toutes les provinces et de toutes les nations, le secret de toutes les cours, l'humeur et le fait de tous les princes et de tous les ministres étrangers, être informé d'un nombre infini de choses qu'on croit que nous ignorons, voir autour de nous-mêmes ce qu'on nous cache avec le plus grand soin, découvrir les vues les plus éloignées de nos propres courtisans. Je ne sais quel autre plaisir nous ne quitterions pas pour celui-là, si la seule curiosité nous le donnait. Louis XIV essayait ensuite de prémunir le dauphin contre le danger des favoris, et le danger, plus grand encore, des favorites. Lui-même se faisait certaines illusions à leur égard, et se vantait, à tort dans ce mémoire, de n'avoir jamais été dominé par aucune d'elles. Comme le prince devrait toujours être un parfait modèle de vertu, disait-il enfin, et serait bon qu'il se garantît des faiblesses communes au reste des hommes. D'autant qu'il est assuré qu'elles ne sauraient demeurer cachées. On sait combien Louis XIV s'était écarté de ces sages et belles maximes. Mais 1682 est le commencement du repentir, l'année où le roi revient définitivement à la vertu, où il médite pratiquement pour les avantages de la règle et du devoir, même au point de vue humain. En outre, les paroles des grands sermonnaires retentissaient à son oreille plus puissamment que de coutume, et la voix de sa conscience dominait enfin celle des passions. Du fond du cloître, où elle était enfermée depuis déjà 8 ans, la duchesse de la Vallière, devenue sœur Louise de la Miséricorde, lui inspirait, par l'exemple de sa pénitence, de pieuses réflexions et de salutaires résolutions. Jamais, s'il faut en croire un judicieux critique, Valcanaer, mémoire sur Madame de Sévigné, tome 4, elle ne fut plus présente à la pensée du roi. Jamais elle ne lui apparut sous des traits plus divins que depuis qu'elle n'avait abandonné la cour.
Il lui accordait avec joie ce qu'elle demandait, non pas pour elle, mais pour des personnes de sa famille, et il était heureux d'apprendre que la reine et toute la cour donnaient à la sainte Carmélite des marques d'intérêt et de vénération. C'est ainsi qu'au pied des autels, sœur Louise de la Miséricorde demandait à Dieu et obtenait la conversion de Louis XIV. Quand on pense que dès l'âge de 44 ans, dans la plénitude de la force morale et physique, à l'apogée de sa gloire, ce monarque tout-puissant mit fin à tout scandale et mena jusqu'à sa mort une vie privée irréprochable, au milieu de tant de séductions, on ne peut s'empêcher de rendre hommage à un pareil triomphe de la prière et du sentiment religieux. La conscience de la dignité royale qu'on lui a reprochée comme exagérée n'était pas chez lui un orgueil coupable et incompatible avec le respect de la divinité. Croyant à l'autel et au trône, il avait foi d'abord en Dieu, puis en lui-même, ou en du Seigneur. Son idéal, c'était le ciel, et au-dessous du ciel, la royauté représentant le droit de la force et la force du droit, la royauté majestueuse, tutélaire, répandant, comme le soleil sur les pauvres et les riches, sur les petits et les grands, la splendeur et les bienfaits de ses rayons. Louis XIV se mesurait lui-même avec une haute justice. Autant il se trouvait grand devant les hommes, autant il se trouvait petit devant Dieu. Mieux qu'aucun autre, il aurait pu s'appliquer ce vers de Corneille. Pour être plus qu'un roi, te crois-tu quelque chose? Le souverain, qui aurait défié tous les monarques réunis, s'agenouillait humblement devant un prêtre obscur, le digne héritier de Charlemagne, demandait pardon de ses fautes au fils d'un paysan. C'est ce mélange d'humilité chrétienne et de fierté royale qui donne à la physionomie de Louis XIV un caractère si imposant. Les sentiments religieux que sa mère lui avait inculqués dès le berceau lui revenaient sans cesse à l'esprit, même dans ses plus regrettables écarts. Quand il était enfant, cette mère passionnée s'agenouillait devant lui, en s'écriant avec transport « Je voudrais le respecter autant que je l'aime ». Cette exclamation n'était pas une flatterie banale, c'était pour ainsi dire un acte de foi dans le principe de la royauté. Les premières impressions de l'enfant ne firent que se fortifier dans l'homme. Il y eut toujours en lui du souverain, du pontife. Âme de l'État, source de toute grâce, de toute justice, de toute gloire, il se considérait comme le lieutenant de Dieu sur la terre. Et c'est en cette qualité qu'il avait pour lui-même une sorte de vénération dans laquelle les grands prédicateurs eux-mêmes ne faisaient que l'affermir. Les idées gouvernementales de Bossuet sont le commentaire de cette foi politique, associée intimement à la foi religieuse dont elle est le corollaire. Pour le souverain qui n'aurait pas le sentiment de la dignité monarchique serait presque aussi blâmable qu'un prêtre qui n'aurait pas le respect du culte dont il est le ministre. Ce fut à cette théorie, essence même du pouvoir royal, que Louis XIV eut le prestige d'attitude physique et morale que Saint-Simon appelle la dignité constante et la règle continuelle de son extérieur. L'ascendant qu'il se croyait non seulement en droit, mais en devoir d'exercer sur tous ces sujets, quels qu'ils fussent, se faisait particulièrement sentir sur ceux qui l'approchaient. Le gouvernement de sa cour, de sa famille, était soumis aux mêmes doctrines et aux mêmes règles que les affaires d'État. L'autorité paternelle se combinait en lui avec l'autorité royale. Rien n'échappait à son contrôle. Ses volontés étaient d'autant d'arrêts irrévocables, et son fils, le dauphin, se conduisait à son égard comme le plus soumis et le plus respectueux de tous les courtisans. Les siècles révolutionnaires peuvent critiquer un tel système, il n'en est pas moins appréciable. Le principe d'autorité qui s'impose à la nature elle-même, comme la règle générale de la création, est la base de toute société bien organisée. La gloire de Louis XIV, c'est d'avoir été le représentant convaincu, le symbole vivant de ce principe. C'est d'avoir compris que là où il n'y a point de discipline religieuse, il n'y a point de discipline politique, et que là où il n'y a pas de discipline politique, il n'y a pas de discipline militaire. Les mêmes théories sont applicables aux églises, aux palais et aux camps. L'autorité indispensable est plus précieuse encore que les libertés nécessaires, et en fait de gouvernement, comme en fait d'art, pas de beauté possible sans unité. L'aspiration constante vers l'unité, qui est l'harmonie, fut tout le programme de Louis XIV. C'est pour cela que Napoléon, excusant les défauts du souverain dont il était bien fait pour apprécier la gloire, disait avec admiration « Le soleil n'a-t-il pas des taches? Louis XIV fut un grand roi. C'est lui qui a élevé la France au premier rang des nations. Depuis Charlemagne, quel est le roi de France qu'on puisse comparer à Louis XIV sous toutes ses faces ?» Excellence, mourut en roi et en chrétien. Que de réflexions me fit faire l'incomparable galerie des glaces. À quelques jours de distance, elle avait été une salle de triomphe, une ambulance et un dortoir. C'est là que notre vainqueur, entouré de tous les princes allemands, avait proclamé le nouvel empire germanique. C'est là que les blessés prussiens de Buzenval avaient été portés. C'est là que les députés de l'Assemblée avaient couché quelques jours en arrivant à Versailles. Triste vicissitude du sort, cette galerie étincelante, cet asile des splendeurs monarchiques, ce lieu d'apothéose où le pinceau de Lebrun a ranimé les pompes du paganisme et la mythologie, cette Olympe moderne,
où l'imagination évoque tant de brillants fantômes, où l'aristocratie française ressuscite avec son élégance et sa fierté, son luxe et son courage. Cette galerie de fêtes qu'ont traversé tant de grands hommes, tant de beautés célèbres, et hélas, dans quelles circonstances douloureuses m'était-il donné de la revoir? De l'une des fenêtres, je regardais ce paysage grandiose, où Louis XIV n'apercevait rien qui ne fût lui-même, car le jardin créé par lui était tout l'horizon. Mes yeux se fixaient sur cette nature vaincue, sur ces eaux amenées à force d'art qui ne jaillissent qu'en dessins réguliers, sur cette architecture végétale qui prolonge et complète l'architecture de pierre et de marbre, sur ces arbustes qui croient. Ce ne sont pas seulement les anciens mémoires, ceux de Dangeau, de Saint-Simon, de la princesse Palatine, de madame de Caylus, pour le règne de Louis XIV, du duc de Luynes, de Maurepas de Villars, du marquis d'Argenson, du président Hénault, de l'avocat Barbier, de l'avocat Maret, de Duclos, de madame de Hossé, pour le règne de Louis XV, du baron de Besenval, de madame Campan, de Weber, du comte de Ségur, de la baronne d'Oberkirch, pour le règne de Louis XVI, qui nous serviront de guide. La cour de Louis XIV. Ce sont encore les histoires de Voltaire, de Henri Martin, de Michelet, de M. Jobès, les patientes investigations de la science moderne, les travaux de Sainte-Beuve, des Noailles, des Lavallée, des Valquenaire, des Feuilles de Conche, des Leroy, des Soulier, des Rousset, des Pierre Clément, des Darnay, des Goncourt, des Lescure, de la comtesse d'Armaillet, de messieurs Boutaric, Honoré Bonhomme, Campardon, de Barthélemy et de tant d'autres historiens et critiques distingués. Assurément, il y a nombre de personnes qui connaissent à fond l'inventaire de tous ces trésors. À de tels érudits, je n'ai la pensée de rien apprendre. Et je ne suis, je le sais, que l'obscur disciple de tels maîtres. Mais peut-être les gens du monde ne me blâmeront-ils pas d'avoir étudié pour eux tant d'ouvrages. Peut-être les jeunes filles qui ont achevé leurs études classiques me seront-elles gré de résumer à leur intention des lectures qu'elles ne feraient pas. Mon but serait de vulgariser l'histoire en respectant scrupuleusement la vérité, même lorsque je ne la dirai pas tout entière, de repeupler les salles désertes, de résumer brièvement les leçons de morale, de psychologie, de religion, qui sortent du plus grandiose des palais. Puissent les femmes de Versailles être pour moi autant d'Ariane dans ce merveilleux labyrinthe. Ce qui facilite la résurrection des femmes de la cour de Louis XIV et de Louis XV, c'est la conservation du palais où se passa leur existence. Une ville a rarement présenté un spectacle aussi frappant que celui qu'offrait Versailles en 1871, pendant la lutte de l'armée contre la Commune. Entre le grand siècle de notre époque, entre la majesté de l'ancienne France et le déchirement de la France nouvelle, entre les horreurs lugubres dont Paris était le théâtre et les radieux souvenirs de la ville du roi Soleil, le contraste était aussi douloureux que saisissant. Ces avenues où l'on se montrait le chef du gouvernement et le glorieux vaincu de Reichshoffen, cette place d'armes encombrée de canons, ces drapeaux rouges, tristes trophées de la guerre civile, qui étaient portés à l'Assemblée à la fois comme un signe de deuil et de victoire, ce magnifique palais, tout semblait sortir une voix suppliante qui adjurait nos soldats de sauver un si bel héritage de splendeurs historiques et de grandeur nationale, tout cela remplissait l'âme d'une émotion profonde. À l'heure d'angoisse, où l'on se demandait avec une inquiétude, hélas, trop justifiée, ce qu'allaient devenir les otages, où l'on savait que Paris était la proie des flammes, où l'on se disait que peut-être de la Babylone moderne, de la capitale du monde, il ne resterait plus qu'un monceau de cendres, le panthéon de toutes nos gloires semblait nous adresser des reproches et faire naître dans nos cœurs des remords. La France de Charlemagne et de Saint-Louis, de Louis XIV et de Napoléon, protestait contre cette France odieuse que les hommes de la Commune avaient la prétention de faire naître sur les débris de notre honneur. On se croyait le jouet d'un mauvais rêve. Il y avait quelque chose d'insolite, de bizarre dans le bruit d'armes qui troublait les abords de ce château, calme et majestueuse nécropole de la monarchie absolue. Même dans ces jours cruels dont le souvenir ne s'effacera jamais de ma mémoire, l'ombre de Louis XIV m'apparaissait sans cesse. J'eus alors le désir de revoir ces appartements. Ils étaient occupés en partie par le personnel du ministère de la Justice et par les commissions de l'Assemblée. Mais on avait respecté la chambre du grand roi et aucun fonctionnaire n'aurait osé transformer en bureau le sanctuaire de la royauté. Dans notre siècle de démagogie, je ne contemplais pas sans respect cette chambre où le souverain paille. « Vous voulez du roman ?» dit un jour M. Guizot. « Que ne vous adressez-vous à l'histoire ?» Le grand écrivain avait raison. Le roman historique est maintenant démodé. On se lasse de voir défigurer les personnages célèbres, et l'on partage la vie de Boileau. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. Y a-t-il en effet des inventions plus saisissantes que la réalité? Un romancier, si ingénieux qu'il soit, trouvera-t-il des combinaisons plus variées et des scènes plus émouvantes que les drames de l'histoire? L'esprit le plus fécond imaginerait-il, par exemple, des types aussi curieux que ceux des femmes de la cour de Louis XIV et de Louis XV? Sans doute leur histoire est connue.
Je n'ai pas la prétention de commencer la biographie de la reine Marie-Thérèse, de madame de Montespan, de la mère du régent, de la duchesse de Bourgogne, de la duchesse de Berry, des sœurs Nenel, de madame Pompadour, de madame du Barry, de Marie Lexasca, de Marie-Antoinette, de madame Élisabeth, de la princesse de Lamballe. Mais je voudrais, sans décrire l'ensemble de leur carrière, tenter de tracer l'esquisse des héroïnes qui peuvent être appelées les femmes de Versailles. Pour ce travail de reconstruction, ce ne sont pas les matériaux qui manquent, ils sont plutôt trop abondants.